Bonjour Elodie, Bonjour Estelle, bienvenue sur Himalaya TV. merci de m'avoir invitée. Mais je t'en prie, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Tu es créatrice d'un concept assez particulier. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot juste pour le présenter? Oui, alors je crée des coffrets cadeaux un peu atypiques qui ont pour but de réconforter les gens, de les amuser. Et aussi, je crée des coffrets pour les entreprises. Donc, dépendant d'une thématique qu'ils ont, je crée quelque chose de personnalisé et qui ressemble à leurs salariés. Sur mesure. Sur mesure. Ouais. Donc, tu as les deux angles, Ouais. le particulier avec tout un chacun qui peut se reconnaître dans tes offres. C'est ça, avec des puis thématiques du l'entreprise. quotidien, Ouais. comme, Tu as des exemples? ouais, comme la gueule de bois. Ouais. Le syndrome prémenstruel, le coup de blues. Dans la box coup de blues, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un petit questionnaire où on peut choisir, en tout cas communiquer sur la genèse du coup de blues. Donc ça peut être une rupture amoureuse, un burn-out. Et là, ça me permet, moi, de composer la box en fonction du besoin. Voilà, exactement. D'accord. Donc c'est pas la même box pour tout le monde. Ouais. Alors, quelque chose de très important que tu n'as pas dit, comment s'appelle ton concept? Alors, ça s'appelle Allô Maman Bobo. J'ai choisi ce nom par effectivement référence à la chanson d'Alain Souchon, où je trouvais ça assez savoureux de voir un homme d'une quarantaine d'années et plus appeler sa maman parce qu'il en avait besoin. À l'aide. À l'aide, exactement. Je me suis dit que forcément ça ferait écho à notre génération. Alors on n'appelle pas sa maman, mais on commande une box sur le Maman Bobo. Alors justement, c'est la question que je voulais te poser. Ton impulsion au départ, qu'est-ce qui t'a donné l'idée, l'envie? Qu'est-ce que tu voulais apporter au travers de ce concept? Alors l'impulsion de départ, ça a été mon histoire, forcément, ça part souvent de soi, où j'avais un instant T besoin d'une de ces box, parce que pour plein de raisons, j'avais pas forcément envie de déranger mes amis, ou j'avais pas envie d'appeler mes parents. Et j'ai regardé sur internet, j'ai fait cette démarche de regarder s'il n'y avait pas un Deliveroo du réconfort. Et c'était en 2016 à l'époque, et il n'y avait rien. Il n'y avait pas. Donc, t'étais dans quelle situation là? T'étais malade? T'étais chez toi? Exactement. Donc j'étais malade, j'avais une gastro suivie d'un rhume. J'étais nouvellement célibataire puisque après une séparation très récente, j'avais changé de travail aussi très récemment. Donc tout était un petit peu en construction. Et je pense que c'est ça qui m'a donné l'impulsion de me dire si ça n'existe pas, crée-le. Plutôt que bon, ça n'existe pas, tant pis. Ce qui veut dire que tu avais déjà à ce moment-là l'envie d'entreprendre ou de créer quelque chose pour toi-même ou pas forcément? Ou c'est vraiment ce besoin qui t'a donné l'idée même de te lancer dans l'entrepreneuriat? Je pense que sans le savoir, j'avais envie d'entreprendre, mais c'est vraiment cette idée. Je me suis dit, en fait, sur le moment, c'est une idée géniale et j'ai pas du tout envie qu'on me la pique ou que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Et je pense que envie de la faire vite. Ouais. Et je pense que c'est vraiment la conjonction des circonstances. Je venais de quitter mon boulot après 10 ans, je venais de quitter mon conjoint après 13 ans, et je crois qu'à ce moment-là, j'étais dans une dynamique de tout ce qui est nouveau et bon à prendre, et je peux aussi le créer. Ouais, comme un nouveau départ, y compris dans ce domaine. C'est ça. Si j'avais été dans un emploi ou dans une autre configuration, j'aurais peut-être pas franchi le pas, alors que là, tous les voyants étaient au vert en me disant mais ça n'existe pas, tu viens de tomber dessus, tu trouves que c'est une idée incroyable, tu peux le faire parce que finalement, tu n'as raccroché à rien, professionnellement parlant, et ça doit pas être si compliqué de monter une boîte, donc lance-toi. Chouette, donc t'as même pas vu tellement de freins, en tout cas, à ton démarrage à ce moment-là. T'étais portée juste par l'idée. C'est ça, portée par l'idée et l'impulsion du renouveau. Que quelque chose remplisse ma vie, rentre dans ma vie et que ce soit moi qui sois aux commandes de tout. De créer toi ta propre idée en fait. C'est ça. Mais je pense qu'à ce moment-là, avec le recul, on peut penser que c'était vraiment comme ça peuvent... Pardon. on peut imaginer que c'est comme ça que fonctionnent les fous. En fait. Les inconscients. Les inconscients. Parce que j'y suis vraiment allée en me disant mais ça va être facile, ça n'existe pas, tu l'inventes, tout va bien, la vie est belle.
Est-ce que tu penses que c'est un petit peu en chaque entrepreneur, quelque part, cette part d'inconscience que tu pourrais appeler folie, mais parce qu'on ne voit pas forcément tout de suite toutes les implications et les conséquences de notre décision de départ. Tu penses que c'est ça ? Je pense que c'est une personnalité aussi, parce que j'ai pas tendance à peser beaucoup les contres quand j'entreprends quelque chose, même dans ma vie personnelle. J'ai plutôt une vision positive de la vie et des choses. Mais pour le coup, là, très sincèrement, je pense que j'ai été drivée par l'idée. C'est comme si j'étais, moi, le vecteur d'une idée. Tu étais sûre de cette idée, en tout cas, de ses bénéfices, de ce qu'elle pouvait apporter. Complètement, c'est un peu comme si elle vivait à travers moi. J'ai vraiment eu le sentiment que c'était quelque chose dont j'avais besoin, mais je me suis forcément dit que beaucoup de gens avaient besoin de réconfort à un moment donné dans sa vie. Et c'est cette idée qui m'a donné l'énergie, en fait. T'allais lui donner vie, en fait. Exactement, c'est ça. Et ce qui est intéressant de dire, c'est qu'avant ça, tu étais dans un univers professionnel qui n'avait rien à voir. Non. Quel était-il ? C'était les ressources humaines. Donc, je faisais du recrutement de profils financiers dans l'intérim. Ça n'avait absolument rien à voir. Mais quand je dis que c'est une personnalité, c'est que même au sein d'une entreprise très cadrée, je faisais déjà un petit peu d'intrapreneuriat. C'est que j'ai eu la chance d'avoir des managers très ouverts d'esprit, qui acceptaient de temps en temps mes idées et qui se disaient vas-y, t'as une nouvelle idée, on y va. Ta carte blanche, vas-y. Exactement. Comme le fait d'avoir impulsé le recyclage du papier, puisqu'on était quand même à peu près à 500 impressions de CV par jour. D'accord. Et un jour, je me suis dit, pourquoi on ne recyclerait pas ? Et on a collaboré avec une entreprise qui récupérait le papier imprimé. Donc, c'est des petites choses comme ça où on me donnait un peu carte blanche et j'avais l'impression d'être... T'étais moteur, en fait. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je dis que c'était peut-être une nature. Voilà. J'étais peut-être pas assez lucide pour le voir et peut-être pas prête à me lancer dans quoi que ce soit à l'époque. Oui, mais il y avait ça un peu en toi. Oui. Tu l'avais observé dans d'autres moments de vie, d'autres tranches d'âge, ou est-ce que c'était en toi aussi ce côté assez autonome, indépendant ? Est-ce que tu le visualises même sur d'autres moments Oui, effectivement, ça fait sens avec qui j'étais du départ. Oui, c'est vrai, parce que même avec mon histoire personnelle, où j'ai eu mon bac très tôt et je suis partie un peu du cocon familial pour faire mes études. J'avais 17 ans et demi, donc c'est vrai que, comme je dis, je vois rarement le contre dans les situations quand je suis drivée je suis portée. Et c'est vrai que là, avec la création d'Allo Maman Bobo, je pense que j'ai fait appel à cette envie tout le temps d'être libre que j'avais eue à 17 ans quand je suis partie à l'aventure toute seule. Je me suis dit, c'est une nouvelle aventure. C'est créer une forme de nouvelle vie pour toi. C'est ça, exactement. En tout cas, dans l'entrepreneuriat, c'est ce que tu as voulu aussi explorer ? Complètement. Disons que comme je ne savais pas ce que c'était, je pense que j'étais ouverte à toute éventualité. J'étais ouverte en tout cas à une nouvelle aventure. J'étais loin d'imaginer ce que ça impliquait. Mais en tout cas, j'étais prête à vivre autre chose. À y aller et sans peur. Oui, sans peur. Oui. Donc là, on est en 2016, au moment où tu as l'idée. C'est ça. Raconte-nous un petit peu, finalement, les étapes que tu as dû franchir pour que cette idée devienne concrètement une entreprise. Comment tu t'y es pris ? Alors, j'ai déjà beaucoup rédigé ce que j'avais en tête, parce que c'est vrai qu'on a une idée qui n'existe pas, il faut s'inspirer d'images. Donc, j'ai essayé de trouver des égéries qui pouvaient un peu incarner le mal-être, la déprime. Donc, j'ai beaucoup mis par écrit, j'ai beaucoup rédigé. Une fois cette étape faite, avec mon idée à peu près en tête, j'ai commencé à chercher, bien évidemment, sur le net, comment on devient entrepreneur. Et je suis tombée par hasard, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard, sur un meet-up qui était organisé par TLM, la télé lyonnaise lyonnais. Et c'était tous les samedis, le premier samedi du mois, je crois, où ils faisaient un meet-up sur l'entrepreneuriat. Donc on avait la possibilité d'être dans le public et d'être un petit peu en contact avec des entrepreneurs, de regarder l'émission et puis à la fin de poser des questions aux gens qui étaient là, de faire des rencontres. Et j'y suis allée vraiment encore lancée dans on verra bien, voilà, c'est ça. Et je rencontre 2 personnes. Alors à ce moment-là, c'est vrai que j'étais encore très secrète sur cette idée. Donc je rencontre 2 personnes qui me disent « qu'est-ce que tu fais ?» Donc je leur dis « je ne vais vraiment pas vous le dire, mais j'ai une idée en tête.
parce que je pensais protéger un peu ton concept, mon concept. Parce que ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est qu'effectivement, ça n'existait pas dans le sens où le concept des box pouvait exister, mais pas dans cette catégorie de box. Non, exactement. C'est-à-dire, en effet, où tu constitues un assortiment qui correspond à un moment de vie que tu vis en général à la maison. Oui, et pour lequel caché de tous. C'est vrai qu'on a beaucoup de propositions de box très cosmétiques, basées sur le bien-être. Oui, c'est ça on connaissait un petit peu avant. Oui. Mais pas effectivement dans ton domaine. Complètement, la box anti-coup de blues, effectivement, ça n'existait pas. Oui, il y avait des vraies thématiques de moments de vie, en fait. Oui, c'est ça. Donc, t'en parles pas trop? Non, j'en parle pas. Je leur dis pas, et ils sont très gentils, ils me disent... on a l'impression que tu as une idée un peu révolutionnaire. Donc, tu devrais t'inscrire à un concours de pitch. Donc, le pitch, c'est le fait de présenter son idée à un jury. En peu de temps. En peu de temps, c'est ça, en très, très peu de temps. À un jury dans l'espoir d'être incubé, donc d'être suivi par des professionnels pour t'aider à monter ta boîte. Génial. Et donc là, c'était au mois d'octobre et ils me disent le concours, c'est en janvier, donc tu as le temps de t'inscrire. Donc, ils me donnent tous les coordonnées. Et entre-temps, je me dis, bon, super, donc je m'inscris et puis je fais une mini-box avec plein de choses réconfortantes dedans pour un peu illustrer le concept. Première démo, on va dire. C'est ça, que j'ai encore d'ailleurs. Ton porte-bonheur. Mon petit porte-bonheur où je vois d'où je suis partie et je me dis, bon, à chaque fois que je considère que c'est pas encore ça, je me dis, si, en fait, c'est parti de là quand même. Ouais. Chez toi. Chez moi, exactement. Salon. Et voilà, avec des petites photos collées. Enfin, c'était vraiment un petit prototype. Artisanal, on pourrait même dire. Oui, complètement. Et donc, je passe au jury, donc à Entrepreneurs dans la ville. Et donc, j'explique ce concept. Donc, c'était la première fois que je confrontais cette idée à un public de professionnels, parce que j'en avais parlé entre-temps à mes amis qui avaient trouvé l'idée savoureuse et qui m'avaient dit, mais oui, vas-y, fonce. Exactement. Et là, en fait, à ma grande surprise, j'ai été acceptée. Parce qu'ils m'ont dit qu'ils aimaient beaucoup l'énergie, mon énergie, ils aimaient beaucoup le projet, que c'était assez insolite. Et puis surtout, le fait de ne pas forcément reprendre une idée qui existe et d'amener quelque chose de nouveau. Voilà, ça leur a plu. Donc, j'ai été incubée à Entrepreneurs dans la ville, en partenariat avec l'EM Lyon, pendant 6 mois. D'accord. Et c'est là où commence vraiment le point de départ. L'aventure. Donc c'est génial parce que finalement tu t'es retrouvée là avec ce hasard de l'émission de télé où tu t'es rendue un petit peu sans trop savoir à quoi t'attendre. C'était juste 3 mois après avoir eu l'idée. Donc, tu n'aurais jamais pensé à ça, te faire incuber ou avoir cette démarche je l'aurais peut-être trouvé d'accompagnement en regardant peut-être sur YouTube ou sur... mais j'aurais peut-être pas trouvé cet incubateur. En tout cas, tu n'en avais pas entendu parler avant. Non, j'avais aucune notion de ce qu'était l'incubation. C'était vu que j'avais été dans le salariat pendant plus de 10 ans. Pour moi, c'était... D'où l'avantage, en fait, de t'être, j'ai envie de dire, motivée et bougée à aller à cette émission pour t'informer. Ceci amenant autre chose et finalement te mettant sur la bonne voie complètement d'une manière d'être accompagnée que tu n'aurais peut-être pas imaginé avant. Donc, oui, je pense que tout est parti de ce meet-up et effectivement c'était pour moi une première démarche. C'est vrai que j'aurais pu faire de l'auto-information, mais j'avais besoin, je pense, de rencontrer des gens, de me confronter à des extérieurs. Voilà, d'arriver là où il y a plein d'entrepreneurs et de dire bonjour, vous êtes entrepreneur, comment vous avez fait? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être comme vous? Et tu parlais de cette énergie qu'ils avaient notée chez toi. Qu'est-ce que tu dirais que tu as mis dans ton idée, dans ton projet comme valeur, comme sens en fait, profondément, justement, qui aurait pu être détecté? Je pense qu'ils ont apprécié 2 choses. Le fait de réconforter, d'aider les gens sur un moment, mais avec humour, pas dans le pathos. Parce qu'effectivement, je pense que c'est une partie importante, justement, quand on va mal, d'avoir des outlets, comme on dit en français, des points de faire des pas de côté sur son état émotionnel avec quelque chose qui surprend. Et de dédramatiser. De dédramatiser, exactement. Donc, je pense qu'ils ont aimé que je parte d'un moment de mal-être,
Oui, qu'on subit en qu'on général. subit à quelque chose de complètement loufoque et humoristique et en même temps qui soigne aussi, parce qu'il y a des vrais produits, il y a des vrais éléments concrets, mais on fait un peu un pas de côté sur son... C'est comme si on rigolait un petit peu de son état. Ça nous permet de se dire demain ça ira mieux et après-demain aussi. Donc pour l'instant on rit un petit peu de ce qui se passe. Mais, le réconfort par l'humour. Exactement, c'est un peu ça ton... Oui. Ton fil conducteur. C'est ça. C'était vraiment ça. Je pense qu'ils ont mis en rapport les deux en se disant on n'a pas forcément vu ça. Et en ça, c'était novateur aussi. Oui. Sur ton approche. Et donc ensuite, il y a eu toute cette période de l'incubation qui, j'imagine, t'a amené énormément de richesse sur la façon de te lancer et qui t'a éclairé aussi sur les manières de faire. Oui, tu dirais que cet accompagnement-là est très important dans l'entrepreneuriat au départ quand on est solo, qu'on n'a pas forcément d'associés. Oui, c'est très important, ne serait-ce que dans les notions comme un business model, un business plan, un plan marketing, ce genre de choses qu'on ne sait pas quand on n'est pas entrepreneur, ne serait-ce que pour avoir ces premières notions qu'il va falloir de toute façon approfondir avec d'autres professionnels du métier, mais puisque c'était 6 mois de cours et c'était de l'ordre, je crois, de 2 à 3 jours par semaine, donc c'était pas non plus tout le temps. Mais du coup, ça m'a permis, moi, d'approfondir, parce qu'effectivement, on a des cours collectifs sur un sujet, mais on ne rentre pas en profondeur dans son sujet. Il y a 25 entrepreneurs qui veulent se lancer dans plein de domaines différents. Donc, c'était des bonnes notions de départ. Des compétences que tu n'avais pas, en fait. Oui, exactement, pour s'auto-former dans son domaine, pour déterminer quels sont ses personas en marketing, quel est son business model, puisque comme on était 25, il y avait 25 possibilités de business model différents. Donc, c'était déjà une première entrée dans les vraies notions entrepreneuriales. Et le fait que vous soyez plusieurs entrepreneurs, tu dirais aussi que ça t'a amené cette richesse dans les échanges. Est-ce que ça t'a permis d'approfondir aussi ton offre, ton approche, d'échanger avec d'autres, de voir aussi d'autres projets se monter? Oui, complètement. Et puis surtout de confronter son idée vers un vrai panel, on va dire, très vaste, et de voir ce qu'on a de bien dans l'idée, ce qui marche moins bien, ce qui est de l'ordre du fantasme. Comme par exemple, j'avais le fantasme, après c'est pas forcément quelque chose que j'oublie définitivement, mais je pensais pouvoir faire des livraisons en 2 heures à Lyon. Et en fait, il s'est avéré que sur le moment, on m'a dit mais ça va être très compliqué, et moi je disais non, ça va le faire, je vais le faire. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. J'ai commencé à le faire et je me suis rendu compte qu'effectivement c'était trop lourd. C'était trop lourd pour une petite société, en tout cas pas encore. Donc, il y a plein de petites choses. Voilà, on confronte son idée, et c'est vrai que 25 entrepreneurs, la richesse, c'est les personnalités. Parce que j'ai encore aujourd'hui des amis entrepreneurs que j'ai rencontrés lors de cette incubation. Et c'est vrai que c'est aussi un support psychologique, parce qu'on a vécu beaucoup d'étapes ensemble, ça a été très dense. Et on se suit, on s'encourage, on voit comment les idées évoluent. D'ailleurs, j'ai une entrepreneur qui me dit souvent, Elodie, mais tu vois, tu as fait du chemin, parce qu'au départ, tu voulais faire ça, et maintenant, ça donne ça. Donc, oui, tu te rappelles du parcours. Oui, c'est un peu des témoins de l'idée et qui voient un peu... par où tu en es passé. Oui. Et aujourd'hui, 5 ans même après, tu as un associé, tu as fait énormément évoluer ton entreprise, qui a vraiment décollé, tu as diversifié aussi vers l'entreprise, donc une clientèle plus B2B. Donc certes, tu as un associé, tu as une petite équipe avec toi, mais est-ce que tu peux parfois te ressentir cette solitude de l'entrepreneur? Justement, tu disais avec l'incubateur, ce qui était sympa, c'est d'être entre nous, d'échanger, d'avoir cette présence. Est-ce que tu ressens ça dans ton quotidien quand même aujourd'hui? Oui, je le ressens, mais alors c'est assez intéressant parce que du coup, mes partenaires, parce que les coffrets, forcément, je ne fabrique pas tous les produits. Oui, tu as des fournisseurs. J'ai des fournisseurs, exactement. Mes partenaires deviennent un petit peu mes amis. Et c'est vrai qu'on s'appelle très régulièrement pour prendre de nos nouvelles, pour discuter, pour parler un petit peu du marché. C'est une petite équipe. C'est une petite équipe, exactement.
Et ça, c'est très intéressant, je pense notamment à mon fournisseur de petits biscuits personnalisés, Fabulous Biscuits, qui est à Lyon, que j'ai rencontré de façon très fortuite aussi, qui sont devenus vraiment des piliers, même des mentors, qui m'ont expliqué comment faire des palettes quand j'ai envoyé à mes clients, qui m'ont expliqué beaucoup de choses, qui m'apprennent au fil de l'eau. Tu as même appris certaines compétences grâce à eux. Exactement, et on s'appelle très régulièrement, et ce que j'apprécie, c'est qu'elle me dit j'appelle pour avoir de tes nouvelles. Et on discute pendant quelques temps. Ouais, donc tu en as vraiment besoin. Tu te rends compte qu'en effet, en totale solitude, c'est compliqué de faire évoluer son idée. Et même des conseils qui sont très, 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 très précieux. Par exemple, on se dit, on a un doute sur un client. Est-ce que je fais ce contrat ou pas, et on s'entraide comme ça. Et je me rends compte qu'en fait, on est seul physiquement, à part si on a effectivement une équipe à la tête de l'entreprise, mais on n'est pas les seuls à décider. Au final, il y a pas mal de personnes qui m'aiguillent, qui m'aident à prendre les bonnes décisions, que ce soit des partenaires, des amis. Points d'appui quand même. Oui, la famille, l'entourage. Ça peut être aussi des stagiaires, des gens des équipes qui créent aussi. Donc, c'est un peu comme une petite entreprise pour tout le monde, en fait. Et une question que j'avais à te poser, c'est, moi, de l'extérieur, parce que je te suis depuis le début de ton idée, j'ai cette sensation qu'effectivement, tu as démarré artisanalement, d'une idée, d'une impulsion de départ chez toi, par une première box, et qu'aujourd'hui, tu as vraiment passé un sacré palier et que tu as un business model qui est complètement différent, qui s'est adapté. Selon toi, quelle a été à quel moment s'est fait ce changement vers un palier véritablement supérieur? Qu'est-ce que tu as observé qui avait été le déclencheur de ça, de cette étape d'après, où tu passes effectivement de ce moment où tu peux avoir la sensation d'avoir démarré petit, je caricature un peu, de bricoler dans ton coin, et où ensuite tu observes que non, tu es vraiment arrivé sur cette marche du dessus, où tu as une visibilité, tu as une grosse communauté, tes ventes, ton chiffre d'affaires ont passé des stades qui n'ont plus rien à voir. Selon toi, quel est le moment qui est charnière, et comment ça s'opère, cette bascule? C'est intéressant que tu poses cette question parce qu'on ne s'en rend pas compte, en fait. Mais effectivement, ce que tu dis est vrai, il y a des paliers qui sont à chaque fois franchis. Et j'aurais tendance à dire que c'est les clients, finalement. C'est le marché qui fait évoluer les choses, c'est les demandes. Par exemple, l'ouverture de l'offre en B2B, c'est venu d'un client à qui j'avais proposé des box qui étaient sur Allo Maman Bobo. Et il m'a dit j'aime beaucoup votre concept, mais je me vois mal mettre une box anti-rhume sous le sapin de l'entreprise et pour mes salariés. Et il m'a dit par contre, je vous fais confiance, vous avez l'air d'avoir pas mal de créativité. Créez-moi une box qui fasse un peu de Noël pour mes salariés, personnalisée. Et en fait, là, c'est un cadeau parce que là, le cerveau se remet en marche et on se dit, mais là, j'ai un client qui va me prendre 150 coffrets, pas ce qui existe, mais il veut que je crée. Et du coup, j'ai appelé ça The Creative Gift, justement la partie B2B, en m'inspirant effectivement de ce qu'il m'a dit, vous êtes créative. C'est quand même ce qui t'a guidé aussi, cette créativité jusque-là, mais tu l'avais un peu oublié? Non, mais c'est vrai que c'est une question d'opportunité. Je me serais jamais vue proposer des box à des entreprises. Alors pas parce que je m'en sentais pas capable, mais parce que l'opportunité n'avait pas été là. Et effectivement, ce palier est passé grâce à quelqu'un qui m'a dit en fait, vous êtes aussi capable de faire ça. Parce que tu n'avais, avant cette expérience, jamais livré autant de box d'un coup? Non, non, je faisais vraiment une box par client, une commande à la fois. Et tu as changé d'échelle en fait à ce moment-là. C'est ça, exactement. Et je me suis rendu compte qu'en fait, effectivement, il y avait un marché, il y avait une demande et qu'il fallait aussi que j'y aille. C'est drôle comme en fait, tu parles de cet événement, je repense à TLM, il est frappant dans certains moments de ton parcours de voir que les choses sont venues à toi. C'est ça. Plus que finalement d'être allé cogner ou les chercher envers et contre tout. C'est ça. C'est comme si en fait, je pense que le bon moment venait à moi. Parce qu'effectivement, peut-être que de moi-même, peut-être plus tôt, je me serais dit, bon, ce serait bien que j'attaque un autre marché, l'entreprise. Et finalement, tout se met en place au moment où je suis capable. Prête. Exactement.
parce que faire 150 box, il aurait fallu que je connaisse les fournisseurs, ce qui était le cas à ce moment-là, que je sache où trouver des packaging, ce qui était le cas à ce moment-là. Donc au moment où finalement j'avais une petite maîtrise un petit peu des choses, expérience déjà. Voilà, finalement le marché me dit mais va plus loin. Effectivement, c'est comme pour mon associé. C'est quelqu'un que je connais depuis maintenant plus de 13 ans, qui est très bienveillant, avec qui j'avais travaillé, qui me disait régulièrement qu'il travaille dans la finance, viens me voir avec tes chiffres, qu'on puisse regarder un petit peu comment ça se passe. Et j'y allais très régulièrement, il me conseillait. Et plusieurs fois, il me disait, mais tu sais, si tu veux, je peux t'aider au-delà de ça, on peut s'associer. Et je ne l'entendais pas forcément. Tu me disais, oui, ok, mais pourquoi il aura envie de ça? C'était ça ta réaction? Oui. Pourquoi il aurait envie de ça? Oui, je me disais, mais il est dans un domaine tellement éloigné de ça. Et en fait, j'ai compris que ça l'amusait aussi, en fait, beaucoup. Et un jour, je me suis dit, mais oui, ça fait 2-3 fois que tu me le répètes, on y va. Il m'a dit, ok, banco, effectivement, ça fait 3 fois que par l'entendre, en fait. Oui, parce que c'était le bon moment. Et tu avais pensé, toi, à un moment donné, à justement trouver un associé ou faire étendre ton activité, ton entreprise oui, c'était plus grosse. Oui, quand même, tu l'avais en tête. Je l'avais en tête, mais effectivement, sans trop savoir. Sans trop savoir, et je pense que j'avais envie ou besoin que les choses soient un petit peu structurées déjà avant de faire rentrer quelqu'un, parce que c'était trop artisanal. Et à ce moment-là, vraiment, où je me suis dit, bah oui, ça fait 3 ou 4 fois que tu me le dis, on y va. La structure était déjà mise en place, il y avait déjà des choses. Pourquoi tu dis ça? Dans le sens où tu te sentais légitime à ce moment-là, que tu ne serais peut-être pas sentie avant? Exactement, c'est ça, où je me dis là il y a de la place pour 2 et pour 3 et pour 4, parce qu'avant c'était pas du bricolage, mais c'était vraiment de l'artisanat, alors que maintenant je passe à des échelles plus importantes, même en termes de création. Donc oui, je pense que c'est, comme tu dis, ce qui drive un petit peu le chemin, c'est aussi d'être prêt, que les choses arrivent au bon moment. Les rencontres, puis être prêt à les entendre, les voir, les détecter, entendre les messages aussi. Et quelque part, les mains tendues aussi, d'accepter l'aide extérieure, ça part souvent complètement. De ça. Et puis je pense que j'ai encore la chance, puisque c'est pas encore une multinationale, d'avoir cette liberté de décider quand c'est le moment, en tout cas de décider d'entendre que c'est le bon moment. Par exemple, j'ai un nouveau kit de survie qui va sortir au mois d'avril, et c'est un partenaire qui m'a dit, mais ça te dirait pas qu'on lance ça? Et c'est en gestation pour l'instant, et c'est une nouvelle opportunité qui s'ouvre. Donc c'est souvent des choses... des impulsions extérieures aussi qui viennent à toi et qui te donnent envie d'avancer autrement. Oui, complètement. Et cette part de créativité dans ton entrepreneuriat, alors effectivement dans ton cœur d'activité, elle est nécessairement présente, mais est-ce que tu dirais que c'est quand même quelque chose qui est un booster nécessaire, de toujours se réinventer quelque part ou rechercher une nouvelle idée? Oui, complètement. Et quand je disais que j'étais un peu folle au départ, c'est que justement, j'avais un petit peu occulté, alors pas vraiment occulté, mais j'avais pas fait forcément attention au marché. Parce que j'avais cette idée, je me suis dit, ça va forcément intéresser les gens, il y a un marché. Tu n'avais pas de doute sur la réponse, en fait. Exactement. Et en fait, je me rends compte que c'est le marché qui fait extrêmement évoluer mes offres. Et des gens qui me conseillent, qui me disent, mais vous n'avez pas ça, par exemple, parce que moi, j'aurais besoin de ça. Et en fait, on est une dizaine, une vingtaine à avoir besoin de ça. Et du coup, j'évolue. Tu exprimes leurs besoins. Et tu t'adaptes, en fait. Donc, tu as ce côté souplesse aussi. Oui. Que tu arrives encore à gérer, parce que comme tu dis, ton équipe est encore petite. Mais je pense que c'est vraiment le lot de tous les entrepreneurs, en tout cas dans le domaine de la créativité ou du cadeau, c'est de se réinventer. De se réinventer, de surfer aussi sur les vagues, parce qu'on voit la société évolue extrêmement vite, donc on ne peut pas proposer toujours les mêmes choses, il faut écouter. Surtout toi qui es sur un marché aussi de la thématique, donc en fonction de l'actualité, on a vu récemment. Et oui, complètement. Tu as fait adapter aussi tes offres. Donc ce volet créatif, souplesse, adaptation, ça c'est quelque chose que tu remarques comme étant des leviers forts. Oui, et puis je trouve que ça me rapproche un petit peu aussi de mes clients, parce que quand j'ai sorti la box quarantaine, ça voulait aussi dire que moi j'étais en quarantaine et qu'on était tous dans le même bateau. Tu partageais les mêmes choses. Exactement, c'est que je voulais dire aux gens, voilà, je suis l'actualité, je le vis aussi. Et par exemple, cette box a fait passer énormément d'émotions dans la société, parce que je permettais aux gens donc, d'offrir un petit cadeau, mais surtout d'écrire un message. Et j'ai eu énormément à écrire, à envoyer des messages
d'encouragement, des gens qui fêtaient leur anniversaire tout seuls. Enfin, c'était vraiment des beaux moments finalement à distance pour envoyer des petites attentions. Et j'étais contente de finalement vivre un confinement un peu différent des autres, parce que moi je faisais des box, j'arrêtais pas de faire des box. Est-ce que humainement aussi, au travers de ce que tu proposes, je pense qu'il y a un lien qui est très fort en fait c'est ça. Avec tes clients finalement, parce que alors, dans l'entreprise peut-être encore plus parce que tu personnalises, mais même sur tes box cadeaux qui évoluent beaucoup, tes box sur abonnement que tu faisais au départ, tu sens quand même que tu as l'humour en effet, la créativité, mais le fait d'amener humainement ce réconfort, faut pas oublier que c'était ton impulsion de départ. Oui, complètement. Et je le ressens parce que je me dis que l'information est bien passée auprès de mes clients. Parce que j'ai des gens qui commandent une box et qui me font un petit mail après en me disant donc cette box c'est pour une personne qui a tel problème, donc allez-y. Et par exemple, ce matin, j'ai eu quelqu'un qui a reçu une box anti-coup de blues après une rupture et qui m'a dit « Mais quelle bouffée d'air frais, ce petit mot que j'ai reçu. » Elle me dit « Ça m'ouvre un petit soleil dans mon cœur. » Et c'est vrai que c'est super parce qu'ils savent finalement qu'il n'y a pas que la box. Il y a aussi quelqu'un derrière qui prend le temps d'écrire un message, de m'intéresser un petit peu à l'histoire. Après, c'est pas tout le monde qui a envie de se confier. Il y a plein de gens qui commandent quelque chose. Tout le monde va pas te répondre. Mais en fait, je suis encore surprise et en même temps agréablement surprise d'avoir des messages sur Instagram qui me disent « Bon, alors j'ai commandé la box, je voulais te dire ça. » Et je me dis, en fait, il y a une espèce de confidence. Tu as aussi une grande communauté maintenant, donc je pense que ça génère aussi ces échanges-là plus facilement. Oui. Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu as ces retours qui sont individuels, en fait en fait, comme je dis, je suis agréablement surprise et je me dis, finalement, c'est super parce qu'ils savent bien qu'il y a un humain derrière et que c'est moi. Donc ça, c'est important pour toi dans le développement même de ton entreprise. C'est ça, et j'espère que j'aurai toujours le temps de le faire et je ferai en sorte d'avoir toujours le temps de le faire, quitte à déléguer le reste. Je me dis que le message est très bien passé et en fait moi ça me fait énormément de bien parce que je me dis en fait ces personnes-là c'est la même personne que j'étais en 2016 qui avait besoin d'une petite box avec un petit mot de quelqu'un qui dit ça ira bien, t'inquiète pas. Donc je me dis je renvoie constamment le besoin que j'avais eu. C'est ta manière de contribuer à un monde plus heureux. Complètement, c'est ce qu'on s'est dit ce matin avec la personne qui me disait, je lui ai dit mais j'ai l'impression qu'on est quand même des êtres humains, une grande famille et qu'en fait si je m'occupe de toi, mais je m'occupe de moi aussi en m'occupant de toi. Donc, c'est chouette, tu arrives à faire ce lien et cette boucle et de mettre tes intentions humaine et de sensibilité dans ce que tu proposes et en effet le faisant tu le récoltes à ton tour et ça. Je pense que ça alimente d'autant plus ton énergie. Oui, complètement. Et pour moi, c'est vraiment un moteur, un booster. Quand j'ai reçu ce message, donc on a continué un petit peu à discuter, je me suis dit, mais je sais pourquoi je fais ça, en fait. Ça répond à toutes les questions. Si tant est que tu puisses en douter, ça te rappelle pourquoi tu es là. Ça. Que même si j'ai fait toute cette aventure pour l'aider elle ce matin sur ce problème et que ça a égayé un peu sa journée, c'est que j'ai réussi ma mission. Est-ce qu'au quotidien, malgré l'évolution de l'entreprise vers d'autres paliers, comme on disait, tu as encore cette sensation de t'amuser, de prendre du plaisir, de t'éclater? Oui. Ouais. Alors, c'est vrai que là où je prends le plus de plaisir, c'est dans l'échange avec mes clients et dans la création de nouvelles box. Ça, c'est vrai qu'il y a une partie forcément qui est très rébarbative, faire les box, les emmener à la poste. Ou, toute la logistique, voilà. J'imagine qu'elle est assez lourde parfois. Exactement. Mais les parties créatives sont celles qui continuent à me driver. Et c'est pour ça que je me dis que finalement, c'est un jeu infini, parce que je peux créer autant de box que j'ai d'imagination. C'est clair. Il y a un lien à l'enfance que tu remarques là-dedans ou pas forcément? Un peu enfantin de t'amuser au travers de ça. Oui, c'est ça. Je me dis, c'est vrai que si on a la chance de s'amuser au travail, c'est qu'on ne travaille pas en fait. Qu'est-ce qui peut te limiter aujourd'hui dans ton évolution professionnelle, entrepreneuriale? Qu'est-ce que tu verrais comme des choses qui pourraient te limiter? Des freins. Ce serait un peu présomptueux de dire rien.
Non, tu peux, ce Mais serait chouette d'entendre ce ça. serait peut-être ma vie personnelle. Mhm. J'aurais peut-être, enfin, pas peut-être, mais j'ai des ambitions, mais Mhm. j'aurais pas forcément l'ambition d'avoir une entreprise qui me prend 100% de Oui. mon temps. Mhm. Donc, ce qui pourrait me limiter, c'est L'équilibre restera l'équilibre. important pour toi. Exactement, Ouais. c'est ça. C'est que si on me dit, ben, tu arrives à ce point-là, mais ça va te Mhm. coûter d'être à Oui. 100% dans ta société, Ouais. je dirais non, parce que Ouais. c'est une partie très importante. Mais effectivement, je crois qu'il n'y a pas de limite, et je le ressens encore comme ça, parce que on n'est encore que 2 Mhm. associés, c'est pas encore très très grand. Mais je tente à penser que même si ça grossit encore plus, on reste quand même libre quand on le veut, en fait. Ouais. C'est T'as un cette désir. facilité Oui. d'organisation, de création, c'est ça que tu veux dire Oui, par libre? complètement. Ouais. Et puis surtout de ce qu'on communique avec les gens. On peut toujours être libre à ce niveau-là, Ouais. de communiquer les mêmes choses, même si on est 100 salariés, Ouais, tout à fait. on peut rester libre. En tout cas, tu vois pas de limite à ton imaginaire et Non. à ce que tu as envie de faire pour la suite. Non, Mm. je vois pas de limite. Est-ce que je suis convaincue que tu as déjà des idées pour l'après, d'évolution, même peut-être de diversification encore? Est-ce que tu penses que tu auras encore cette même impulsion du départ où tu disais j'étais un peu dans cette insouciance, dans cette folie, mais parce que j'étais sûre que ça allait marcher et que rien ne serait impossible? Tu te vois encore dans ce même schéma de pensée? Alors oui, mais je le ferai avec des paramètres plus concrets. Ouais. Forcément, maintenant que j'ai la chance d'avoir toutes les infos Oui. sur créer une box, qu'est-ce que ça implique en termes de logistique, en termes de temps, Ouais. en termes de besoins partenaires, etc. Du coup, c'est la même impulsion, mais qui est plus cadrée, quoi. Voilà, c'est ça. Plus étudié, Plus étudié. plus anticipé. Exactement, plus anticipé, Ouais. complètement. Tu n'y vois pas de perte de spontanéité, du coup, dans cette façon d'opérer? Est-ce que tu peux y voir de bénéfiques? Non, parce que au final, comme je reste sur le moment présent et l'opportunité qui vient à moi, Ouais. je me dis si ça se fait, bah, c'est que ça doit se faire et que ça plaira. Si ça ne se fait pas, ce sera Ouais. pour un autre projet, pour plus tard. Oui. Comme je disais, par exemple, au niveau de la livraison en 2 heures, j'ai dit que je le faisais plus, mais pas que c'était définitif. Tout Donc à j'ai fait. toujours ce truc en Ouais. me disant, même si c'était l'idée de départ qu'on puisse être livré rapidement, j'ai tenté, c'est compliqué, je l'abandonne quand même pas parce qu'il y a un moment Ouais. donné où ça va peut-être se représenter avec un partenaire, Tu mets peut-être de de côté livraison. Voilà, je mets de côté Ouais. pour l'instant en me disant, bon, là, c'est pas encore Ouais. le bon moment. Et, Oui, donc tu portes aussi un regard indulgent sur tes idées en te disant, Oui. voilà, elle marche peut-être pas dans Oui. cette configuration, mais c'est pas pour C'est ça ça. qu'elle est mauvaise. Oui, oui, Et oui. simplement, c'est peut-être pour plus tard. Ouais. Oui, complètement, parce que je pense que c'est quand même faisable de pouvoir livrer un service en 2 heures. En revanche, ce que j'avais pas Peut-être forcément... pas rentable, surtout. C'était peut-être pas rentable, surtout pour les clients, parce que là, on était sur des tarifs quand même assez chers pour une livraison rapide. Je prends aussi en compte qu'un client n'a peut-être pas forcément 12 € à mettre dans une livraison, même si c'est une urgence. Ouais. Et puis, il y a aussi une partie d'énergie, de logistique, puisque si c'est une box anti-coup de blues à livrer en 2 heures qui est commandée à 20h, moi à 20h, je suis avec ma famille. Donc, il y a aussi cet aspect... Dans l'idée, effectivement, que tu es seul maître à bord, Exactement. à tout piloter. C'est ça, Ce c'est qui garder peut être le bémol de l'entrepreneur parfois, d'être multicasquette en fait. ça. Tu es et l'opérationnel, et le stratège, et C'est le ça. dirigeant, et le comptable. Oui, Et tu as tellement de casquettes à endosser, et même là, le livreur, le logisticien, c'est ça. qu'effectivement, tu peux pas sous une même personne tout gérer. Donc, complètement. Et puis, il y a une espèce de cohérence aussi. Si on est cohérent et si c'est toujours moi qui veux faire les choses, si je sous-traite pas, je suis obligée de cadrer dans les moments où je peux Bien le faire. sûr. Voilà. C'était difficile ou facile ça pour toi d'arriver justement à déléguer, de passer la main sur certaines choses que tu faisais toi-même avant, mais à un moment donné où tu t'es rendu compte que tu ne peux pas tout faire? Ouais. Tu as eu de la facilité ou au contraire de la difficulté à passer la main? Ça a été compliqué. Ouais. Ça a été très compliqué, notamment sur tout ce qui était image de l'entreprise. J'ai refait mon site récemment. Il y avait des choses que j'avais du mal à lâcher, vraiment. Sur la communication plus? Sur la communication, sur même l'essence même de ce qu'on pouvait ressentir. Mais du coup, j'apprends et j'ai encore appris très récemment à lâcher, à me dire... Il y a des professionnels aussi qui savent
transmettre mes idées, qui savent transmettre mon essence, et je leur fais confiance. Ouais. C'est vraiment une question de confiance, et surtout j'ai appris que c'est pas parce que les choses changeaient que on comprenait plus les messages. Et ça, c'est vrai que quand j'ai encore mes clients qui se comportent exactement comme il y a 2 ans ou il y a 3 ans, je me dis, bon, même si les quelques petites choses changent, j'ai la preuve que tout va bien. Mais c'est vrai que c'était très compliqué au départ de changer mes idées. T'avais peur de perdre ton identité de Oui, marque, c'est ça, fait, exactement. Ouais. Ça revient un peu à la même chose que ne pas communiquer de son idée au départ. J'ai appris bien après qu'en fait, l'idée ne vaut absolument rien. Et que tu aurais pu en parler. Et que j'aurais pu en parler, exactement. C'est l'exécution d'une idée qui est stratégiquement viable ou pas. Mais oui, on va dire que j'avais encore, jusqu'à récemment, des comportements un peu protecteurs. Exactement, c'est ça. De ton bébé. C'est ça, exactement. On protège l'idée, on protège la marque, on protège le logo, on protège les égéries. Alors qu'en fait, j'apprends au fil de l'eau que c'est pas très important et qu'on délègue et que ça fait du bien. Et puis finalement, quand tu lances sur un marché quelque chose, finalement, il y a une part de ça qui ne t'appartient plus. C'est ça. Malgré le fait que tu es toujours bien évidemment la propriétaire de ta marque, mais il y a une part de ce qui se passe qui te dépasse, qui fait son chemin toute seule. Et ça, je trouve ça intéressant même d'un point de vue humain de devoir expérimenter ça. Parce que quand on part d'une idée, on se dit je sais tout sur tout, c'est mon idée, c'est moi qui drive. Et au final, au bout de 3 ans, 4 ans, on se rend compte qu'en fait, on a délégué beaucoup de choses. Finalement, l'idée ne nous appartient plus. Et elle vit un petit peu, elle arrive dans le monde, elle prend forme comme elle a évolué grâce à ses utilisateurs. Exactement. Les clients la font évoluer aussi, l'environnement, l'actualité. Au final, ce qui reste, c'est l'essence. C'est j'ai envie d'amener du réconfort aux gens, quelle que soit la manière, quelle que soit la photo ou le logo. Au final, c'est pas très important. Donc ton pourquoi, ton moteur, ça tu l'oublies jamais. Oui, c'est ça. C'est le seul driver en fait de l'entreprise. Et c'est vrai qu'on se raccroche à plein de petites autres choses qui sont pas si importantes que ça. Quelle est pour toi ton ambition pour la suite? Si je devais te dire Elodie, Allô Maman Bobo et The Creative Gift dans 5 ans, vous êtes où? Vous faites quoi? On se limite pas, vas-y. On se limite pas. Alors, on est une quinzaine de salariés. J'ai une équipe par sujet de box. Donc 2 ou 3 personnes. Donc ça, ce serait génial. Moi, je suis toujours à la créativité, à la création de nouveaux projets. Et je me consacre à 200% à The Creative Gift, qui, je pense, est le petit frère d'Allô Maman Bobo, mais qui doit être un petit peu délaissé ces temps-ci. J'ai vraiment envie, en fait, de proposer des choses extrêmement innovantes pour les entreprises. En fait, ça reste finalement les mêmes utilisateurs, parce qu'un salarié est aussi un client. L'utilisateur final, en tout cas. Voilà, c'est toujours la même chose, des êtres humains, des êtres lambda. Mais en fait, il ne faut pas oublier que je viens du monde des ressources humaines. Je travaille dans la prévention des risques psychosociaux et j'ai envie, en fait, de faire entrer un peu du Allô Maman Bobo dans The Creative Gift. À travers l'entreprise, donc que les comités d'entreprise ou que les services marketing qui créent des événements puissent de plus en plus proposer des box hyper personnalisées, que les gens se sentent uniques dans l'entreprise, même si c'est de plus en plus compliqué. Donc faire rentrer un peu le... Oui, déjà tes valeurs, mais au-delà de ça, presque en lien avec une démarche RSE, qualité de vie au travail. C'est ça. Ça, ce serait une grande boucle bouclée, parce que je viens aussi de là. Donc c'est vrai que ce serait vraiment développer The Creative Gift. Donner du sens aussi à ce qui t'a fortement animé avant Allô Maman Bobo, où tu avais cette passion aussi pour ces sujets de l'humain dans l'entreprise. Complètement. Tu t'étais d'ailleurs reconvertie exactement ton master 2 c'est ça, au CELSA. Exactement. Donc ce master 2 au CELSA qui m'a complètement amenée vers la prévention des risques psychosociaux, où là j'ai découvert le vrai mal-être en entreprise, au niveau managérial, mais aussi au niveau des salariés. Et c'est vrai que pour moi, c'est un cheminement. C'est une boucle qui peut se... d'insuffler le réconfort au sein même de l'entreprise. Dans l'entreprise, mais pas en pansement, pas en palliatif. C'est vrai que vraiment le moteur de The Creative Gift, c'est le fait de personnaliser ces coffrets, c'est de les rendre uniques.
D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait dernièrement avec un client. C'est que chaque personne a reçu un coffret, donc qui était très différent à l'intérieur, mais à peu près les mêmes produits, mais avec son prénom dedans. Et ça, pour moi, c'est quelque chose assez intéressant à faire, parce que je me dis, les gens se disent pas, j'ai eu la même chose. C'est pas un numéro. C'est pas un numéro. Voilà, je m'appelle un tel et je suis... on avait mis des petites choses super comptables, super assistantes. Donc, une façon de valoriser les gens dans l'entreprise. Bien sûr. Et ça, c'est vrai que j'aimerais le développer au maximum. Maintenant qu'Allo Maman Bobo est sur les petites rails, je veux aussi développer The Creative Tips. C'est une super idée, effectivement, qui viendrait faire du lien avec ta passion précédente et venir lier le tout. Oui, complètement. Et qui probablement, dans ces deux métiers que tu peux exercer encore, il y a forcément des choses de toi qui étaient extrêmement présentes dans chacun de ces univers professionnels et que tu arrives à recoller en fait ensemble. Oui, bien sûr. Effectivement, ça peut être une super idée. Donc on en est là dans 5 ans. On en est là dans 5 ans, voilà, c'est ça. 2 gros bébés. Ouais. Et puis un qui vit un peu tout seul avec des salariés, des équipes, et puis l'autre où je repars avec cette fraîcheur, cette énergie pour insuffler autre chose. Alors c'est vrai que les discours sont les mêmes en filigrane, mais le langage est très différent. Rentrer dans une entreprise où les gens sont pas... Voilà, les codes sont pas les mêmes. Tu les connais. Je les connais. Donc, c'est vraiment travailler un petit peu sur ces codes-là et faire entrer quelque chose de bienveillant et d'unique. J'ai une dernière question sur toute cette démarche entrepreneuriale que tu vis. Qu'est-ce qui, de manière un petit peu moins joyeuse et lumineuse dans le quotidien, parfois peut te plomber, peut te sembler lourd alors, est-ce qu'il y a quelque chose, tu peux te dire rien, mais est-ce qu'il y a quelque chose ou plusieurs choses? Et puis comment tu fais du coup pour les contourner ou les transformer en positif? Alors ce qui pourrait, je pense, plomber un petit peu, c'est la peur, qui est intrinsèque à tous les êtres humains, je pense. La peur de quoi? La peur de pas faire bien, de pas faire assez bien, et ça peut venir souvent quand je regarde un petit peu ce que font les autres à côté. Donc je me suis de plus en plus interdit exactement de me comparer ou de ce que j'aurais pu faire mieux et c'est vrai qu'à chaque fois je retourne quand même sur les premières fois où j'ai fait des box, je me dis mais en fait c'est déjà mieux. Ce qui pourrait plomber aussi, ce serait le sentiment de ne pas aller assez vite ou de pas être... Donc des jugements sur toi-même en fait, assez critiques. Complètement, qui ne sont pas du tout... Dans le pas assez. Oui, c'est ça, pas assez bien, pas assez vite. Alors c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ces sentiments-là partent très vite parce que je suis vite occupée finalement dans le quotidien à faire autre chose. Donc tu les traites par l'action finalement? Ouais, je les traite par l'action, mais ils sont quand même là. Je pense que j'ai une tendance malgré tout à être très très dure avec moi-même. Et en fait, ça dépend vraiment des moments, mais je sais que c'est là en moi. Donc, cette forte exigence. Oui, c'est ça. Qui certainement donne quand même... beaucoup de positif dans ton entreprise, dans le sens où tu t'imposes aussi des standards élevés, un niveau de qualité important, donc te guide vers quelque chose de très moteur vers ça, mais disons tu peux en avoir le revers de médaille du coup. C'est ça. En fait, c'est pas suffisamment fort pour que ça m'empêche de faire des choses, parce que quand je vois parfois les premières box, je me dis mais comment je fais pour vendre ça mais au final, je me rends compte que ça me bloque pas. Pour faire les choses, parce que je sais que le fond est toujours bon, même si la forme a évolué. Mais tu as un regard indulgent sur ton démarrage. Oui, j'ai un regard indulgent, mais c'est vrai que parfois, c'est souvent en comparaison. C'est vrai que ça peut m'arriver de tomber sur des concurrents et de me dire « Ah oui, quand même, j'en suis loin. » Et puis, c'est vrai que j'ai aussi une tendance à l'auto-guérison, en fait. Quand j'ai ce genre de pensée, j'ai aussi pas loin après la pensée, mais en fait, tu fais bien inverse, exactement. Où je m'auto-guéris. Tu te reprogrammes. Oui, c'est ça, exactement. C'est que je peux être très, très dure avec moi.
Et 1 heure après, elle me dit, ah, mais non, en fait, allez, on y va, c'est c'est génial déjà bien. que tu fasses ça et que tu le fasses en plus en autonomie, parce que c'est Oui, exactement ce qu'on peut être invité à faire de oui, plus en plus, de changer oui, nos pensées. c'est Et on ça, sait aujourd'hui qu'on a cette capacité et que c'est très transformateur. De complètement. s'imposer quelque part un peu cette discipline au départ. Oui, Mais toi, tu le fais assez naturellement et oui, finalement, ça vient reprogrammer autre chose oui, et quand c'est en trop fort, compensation. je sais où trouver l'inspiration Mm. de ça. Par exemple, je vais écouter 1 demi-heure d'affirmations Ouais, positives. ouais. Je vais me dire, là, je sens que ça plonge. Alors, ça peut être un moment du mois où Mhm. effectivement, c'est très facile de Ouais. plonger d'un point de vue hormonal, ou etc. Et je sais que là, ça va être une tendance Mm. à l'autoflagellation Ouais, qui n'est ouais. pas nécessaire et qui Oui, n'est pas vraie surtout. tu as le Parce que, recul sur ça. oui, Et tu et as les outils pour t'aider. exactement. Mm. Tu Donc, sais où les trouver. voilà, c'est ça. Je Le glisse. coaching parfois. Oui, le coaching, exactement. Ouais. Le fait de se faire aider, l'accompagnement, Verbaliser à quelqu'un d'autre complètement. ce que tu traverses. Le fait d'écrire ces Mm. affirmations. Ouais. Dans mon bureau, la première chose que j'ai mis, c'est justement des affirmations avec des objectifs de Mhm. vie. Où j'ai bien écrit la balance justement entre la vie Ouais. personnelle, la vie professionnelle, Tes intentions, en mes fait. intentions. Ouais. Et de temps en temps, je lève les yeux, je regarde en faisant les box, je me dis oui, en fait, Ouais. ce que tu vis actuellement n'est pas vrai. Ce sont des pensées, des sensations, Ouais. mais qui ne sont pas Des réelles, croyances. des croyances. Et je me ramène assez rapidement à la réalité. Ouais. Ouais. Ouais, c'est Mais chouette. c'est vrai que je pense que chaque être humain a des moments où il se juge de façon injuste. Bien sûr. Et sévèrement. Et trop sévèrement. Ouais, trop Ouais, ouais. sévèrement. Et comme tu Ouais. dis, la comparaison est souvent notre bête noire. Oui, c'est ça. Parfois même, certaines personnes extérieures peuvent nous faire douter en nous Oui, mettant c'est vrai. en perspective nos actions par rapport à celles de personnes Oui. similaires. Et Oui. effectivement, ça peut être compliqué Oui. de se retrouver au milieu de ça. Mais c'est génial que tu arrives à t'extraire en fait de ce schéma de pensée que tu Ouais. as bien intégré comme un schéma de pensée. Oui, Et oui, que oui. tu arrives Oui. à le travailler, à le remplacer Oui. par un autre. Oui, Après, je pense que c'est aussi parce que tu as cheminé sur toi, que tu as oui. l'habitude aussi de ce travail Oui, personnel. Mais Et je pense que j'ai une forte résilience qui date Ouais. de toujours, en fait. mm. Et puis, je pense Et tu vraiment... t'es doté de techniques Oui, et d'outils oui, aussi pour c'est te ça. transformer. Complètement. Ouais. Depuis petite, je pense que j'ai été tout le temps vers la lumière, même quand c'était très sombre. Et puis, je crois que ce sentiment que j'ai envie d'impulser dans l'entreprise, que les gens se sentent uniques, j'en ai aussi conscience pour moi. Ouais, ouais. Donc, même quand j'ai des pensées qui me comparent qui me dit que je devrais être, j'ai aussi le sentiment oui, tu profond d'être... retrouves Oui, cette bienveillance sur oui, toi-même en et disant, ton mais si je estime suis personnelle. unique, je ne peux pas faire Ouais. comme l'autre, Oui. même si ça me semble être parfait. Mais, Tu revendiques ton unicité finalement. c'est ça. Ouais, c'est parfait. C'est Ouais. ce qu'on a de mieux à faire comme Oui. démarche dans Oui, c'est vrai. l'entrepreneuriat, je pense. Mais c'est vraiment, par contre, je pense une démarche quotidienne. Mhm. J'ai eu l'occasion de discuter avec toi en tant que coach aussi, qui véhicule ça aussi, le fait d'être constant dans ses affirmations, Ouais. de C'est jamais... une discipline. C'est une discipline. Ouais. C'est qu'on ne peut pas dire C'est un travail. je suis tout le temps heureux, Ouais. je suis tout le temps confiant, je suis tout le temps... c'est vraiment une discipline de se répéter les choses. Voilà. Après, il y a un ancrage aussi Oui, qui est... une habitude. Une habitude. On dit qu'il faut 21 jours pour ancrer une habitude quotidienne. Exactement. En effet, je pense que plus on le fait, et plus ça devient une évidence et c'est transformateur sur le long terme. Oui, sur le long terme. Et surtout, je pense que l'important, c'est d'être aussi bienveillant avec soi-même, même quand ça ne va pas. De se dire, en fait, là, tu as eu un coup... oui, d'accepter aussi les coups d'accepter exactement que tu t'es senti vraiment très mal. Et ça fait aussi partie de la vie. Ouais. Et tu viens en plus aider les coups de mou au travers de tes activités. Exactement. Donc, qui de mieux pour en parler, sachant que moi, je suis très, très heureuse et fière à chaque fois qu'on me demande quand est-ce qu'est venue cette idée. Je leur ai dit, mais si j'étais très down, en fait. J'allais pas bien du tout. J'allais pas bien et j'avais besoin de ça. Ouais. Donc les gens se disent pas, voilà, je détiens l'optimisme, le diplôme de l'optimiste de l'année et je vous donne quelque chose. Non, j'en avais besoin. Donc je sais ce que vous voulez. Et tu as incarné pleinement à ce moment-là ta capacité de résilience, en fait. Tu disais, j'en suis voir la lumière en lieu et place de l'ombre. Exactement. Et finalement, d'un état compliqué dans ta vie, malade et puis... voilà, difficile personnellement, tu as su quand même en faire une entreprise. Donc, bravo pour ça.
Et je vais te proposer pour terminer un petit portrait chinois parce que j'adore faire ça. Ok. Alors Élodie, oui. Si tu étais une femme célèbre. Morte ou... La mort existe. Comme tu veux. Si j'étais une femme célèbre. Disparue, contemporaine, comme tu veux. J'aime beaucoup Lady Diana. Mm-hmm. J'aime beaucoup son histoire. C'est quelqu'un qui est, dont on parle plus beaucoup, hein, mais j'étais assez fascinée par elle quand j'étais petite, parce que je la trouvais grande, belle, blonde. Non, mais c'est vrai, et je trouvais que ce qu'elle incarnait, en fait, ce qu'elle véhiculait comme image était très loin de ses privilèges. Ouais. Je me suis dit, mais en fait, comment on peut être une princesse privilégiée et autant s'intéresser aux autres et autant, j'ai beaucoup d'images d'elle qui allait habillée en saharienne pour déminer les mines antipersonnelles en Afrique. Oui, où elle s'impliquait vraiment. Dans l'opérationnel presque. Exactement, elle allait sur le terrain. Et je me suis dit, on a tendance à vivre une vie de privilège quand on est un peu dans sa tour d'ivoire. On ne redescend pas forcément pour voir ce qui se passe dans le monde réel. Et du coup, j'ai eu une fin tragique. J'ai beaucoup pleuré, j'étais jeune. Ouais, je me rappelle bien. Mais j'ai aimé en fait l'essence de cette femme qui avait tout pour être superficielle et suffisante dans ce qu'elle... la vie lui avait tout donné et en fait, elle s'est retournée un peu sur... elle a revendiqué son humanité. Exactement. Ce qui est du coup, je pense, une position qui n'est pas aussi facile parce qu'on peut être humain quand on ressemble à ses pairs, on vit la même chose, mais quand on ne vit pas la même... sortir du cadre. Ouais, sortir d'un cadre... certainement plus très écrasant, probablement. C'est ça. Et assez enfermant, ouais. Donc j'ai toujours été un peu fascinée par son histoire, par sa liberté. Et puis du coup, elle a fait ça contre une institution aussi qui était très loin de ça. Donc elle a revendiqué son humanité, comme tu dis, elle a revendiqué de pouvoir aller sur le terrain. Alors, sa place de femme, sa place tout court. Ouais, c'est ça. J'imagine les tollés que ça a dû faire quand elle demandait de la sécurité pour aller sur des mines. Ça devait être vraiment quelque chose. Elle a dû se battre pour être simple, en fait. Oui, et puis porter ses idées. Ouais. Donc, c'est vrai, c'était une belle incarnation de ces valeurs-là. Ouais, je reconnais. Si tu étais un endroit du monde. Si j'étais un endroit du monde. Voilà. Un pays, une région. J'étais un endroit du monde. Je serais une île déserte. Une petite île paradisiaque. Ouais. Alors, forcément dans les Caraïbes, parce que je suis extrêmement attachée à la chaleur un peu humide qu'on trouve dans les Caraïbes. En fait, j'aime beaucoup le bruit de la mer. Je ne suis pas forcément un petit poisson à toujours être dans la mer, mais juste le fait de vivre à côté de la mer. Le clapotis de l'eau. Ouais, le clapotis de l'eau, le soleil, la chaleur, le sable, le silence. Finalement, qui peut y avoir le silence d'humain, mais qui est pas forcément le bruit des oiseaux, des mouettes. L'apaisement du bord de la mer. Ouais, c'est ça. Je serais une petite île. Est-ce que tu m'accepterais sur ton île déserte? Oui, bien sûr, of course. Tu pourrais venir bronzer, manger des poissons fraîchement pêchés. Alors, tu sais, moi, je mange ni viande ni poisson. Ah oui, c'est vrai. On ferait autre chose. On ferait autre chose. Voilà, des noix de coco, papaye, de la goyave, des maracujas. On ferait tout ce que tu veux. Alors justement, tu parles de nourriture, j'allais te demander si tu étais une gourmandise. Si j'étais une gourmandise. Un petit péché mignon. Toi qui en mets souvent dans tes box, d'ailleurs. J'en ai tellement. Je te sais gourmande. C'est sucré. Comme tu veux. Tu vas nous orienter vers le fromage, non? Non, je ferai un millefeuille. C'est vraiment le dessert le plus basique qu'on voit partout. Mais, basique, tu trouves? Je trouve pas que ça soit si courant que ça. Et, on en trouve de moins en moins dans les pâtisseries, il me semble. Mais j'aime beaucoup en fait, la différence entre
la pâte, la pâte feuilletée qui est craquante et la douceur de la crème vanillée. Voilà, ce serait moi. Et le petit fondant très sucré. Là, c'est enfilé. Ok, le petit millefeuille, c'est noté. Et ma dernière question du portrait chinois, si tu étais un vêtement. Si j'étais un vêtement, je serais un tailleur pantalon. Ouais, j'ai une fascination pour les tailleurs Chanel, les premières... Saint-Laurent. Ouais, Saint-Laurent, exactement. La masculinité amenée à la femme, je trouve ça extrêmement élégant, sexy et classe. Et c'est vrai qu'à choisir, si je devais aller quelque part, je mettrais plus un tailleur pantalon qu'une robe. J'aime bien les deux, hein, dépendant des moments, mais je trouve ça très, très, très élégant, très classe. Cette unicité du masculin et du féminin. Oui, exactement. C'est qu'il y a des femmes qui sont extrêmement plus séduisantes en tailleur masculin, enfin un tailleur pantalon, qu'en robe sexy. Voilà, je trouve que... Tirer vers cette sobriété, élégance-là. Oui, et puis du coup, pour moi, c'est d'autant plus féminin parce que ça pourrait s'apparenter à ce que je pense que le charisme n'a pas besoin d'être habillé. Quand on met une robe très sexy, on montre qu'on est une femme. Oui. Quand on arrive à être féminine... Tu veux dire qu'on n'en a pas besoin si on l'a naturellement ? Exactement. Si on a du charisme et de la féminité et qu'on est habillé en tailleur, bah, si ça ressort, c'est que voilà, on l'a. L'énergie est là, quand même. Oui, exactement, c'est ça, exactement. Quelle que soit la parade. Oui, complètement. Et c'est aussi ce que j'aimais, par exemple, chez Lady Diana, ce charisme qu'elle avait sans pour autant être... quelles que soient effectivement ses toilettes ou les situations dans lesquelles elle était. C'est ça, elle avait cette beauté naturelle et cette bonté, je pense. Élodie, un dernier mot. Oui. Qu'est-ce que tu as profondément envie d'offrir au monde au travers de ce que tu fais au quotidien ? De la légèreté. J'ai envie que... Alors, on vit dans un moment assez insolite. Ouais. J'ai envie de véhiculer ça, d'offrir de la légèreté, de la simplicité, du partage. Voilà. Apaiser un peu la tension. Apaiser, et même quand ça ne va pas, quand on n'est pas sûr du lendemain, avoir une espèce de confiance, qu'on n'est pas seul, on est entouré, comme j'ai eu beaucoup l'occasion d'expérimenter le hasard. Appelons-le comme ça. Appelons-le comme ça. Je me dis, c'est à partir de ce moment-là où j'ai considéré que j'étais pas seule, même quand j'étais seule. Il y a toujours quelqu'un... toujours une main qui passe, une main tendue qui passe. C'est ça, qui passe au bon moment, qui vous donne la bonne information, qui vous donne la bonne impulsion. Donc j'ai envie de véhiculer ça. La confiance en l'avenir, en la vie. Complètement. Et le fait que je sois une inconnue, parce que je me montre très peu sur les réseaux sociaux et c'est un choix, le fait que des gens me disent mais ce petit mot, ça m'a fait beaucoup de bien, je me dis c'est ça en fait la vraie vie. On n'est pas obligé de connaître quelqu'un pour avoir une main tendue. Pour s'entraider, il y a une notion de solidarité aussi pour toi, non? Complètement, c'est ça. C'est de la légèreté, c'est de se dire on est tous, on partage une planète ensemble. Donc, et on vit tous ces moments de vie pour lesquels tu offres tes services, finalement, on les vit tous. On les vit tous, exactement, c'est ça. On a tous été vulnérables à un moment donné, on a tous été face à quelque chose de compliqué, donc c'est plus fragile. Plus fragile, exactement. C'est pas se mettre au-dessus des gens en disant moi je sais tout, moi je vais vous aider, moi je vais vous donner le truc. C'est vraiment dire je suis comme vous en fait. Donc, d'ailleurs, j'ai connu ça et c'est pour ça que j'ai monté cette entreprise. C'est ça, exactement. C'est une forme d'humilité et d'unicité, de dire on est tous pareils. Donc, à la portée tu as mis tes offres à la portée de tous. Oui, c'est ça, exactement. Génial. Merci beaucoup. Merci Élodie pour ce partage. C'était merveilleux de t'écouter sur tous ces sujets. Et longue vie à tes entreprises et puis à celles qui arriveront après. Je suis sûre qu'il y aura d'autres choses. Tu me connais bien. Merci beaucoup Estelle, c'est un très très beau moment. Merci à toi.